Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette rencontre qui s'intitule « Être une fille » et qui ouvre un vaste sujet. Nous allons, au gré de cette rencontre, aborder cette question qui est finalement pas si simple d'être une fille, puisque fille, en préparant, je me disais que ça a des significations tout à fait multiples. Et je me faisais cette réflexion notamment avec les réflexions que vous faites sur cette question dans vos trois romans. Il y a beaucoup de sens au mot fille. Il y a la fille qui n'est pas encore une femme. Il y a celle qui s'oppose au garçon, mais il y a aussi la fille d'eux, en lien avec son père ou sa mère. Il y a la fille que l'on a et qu'on doit accompagner dans la vie. Et puis, il y a ce mot qui a pesé lourd dans la vie de certaines, de filles passées un certain âge. Après 25 ans, on est une fille, pour ne pas dire une vieille fille. Ce qui, à l'époque, pouvait être un drame. Et ces trois romancières nous font le plaisir d'être avec nous. Je me réjouis de vous écouter parler de vos romans. Muriel Barbery, Véronique Olmy, Camille Laurence, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais vous présenter chacune et présenter votre dernier livre. Muriel Barbery, vous avez publié 5 romans, Une gourmandise, L'élégance du hérisson, La vie des elfes, Un étrange pays, Une rose seule, qui est votre dernier titre paru, cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud. Et dans ce roman, nous suivons les pas de Rose, qui est une femme de 40 ans, botaniste, qui, dit-elle, a l'impression de n'avoir rien vécu, c'est-à-dire qu'on a presque l'impression que sa vie l'a traversée, que c'est quelque chose d'évanescent et qu'elle n'a presque pas de souvenir de ce qu'elle a pu vivre dans ces décennies qu'elle vient de parcourir. Et elle se rend au Japon pour entendre la lecture du testament de son père, qu'elle n'a pas connu, qui est un galeriste qui vient de mourir à Kyoto, et Paul, l'assistant de son père, qui est aussi son exécuteur testamentaire, a pour mission, avant qu'elle ne prenne connaissance du testament, de lui faire visiter des temples à Kyoto, et il va l'emmener de temple en restaurant et de sanctuaire en lieu de gourmandise, et il va y avoir une attirance entre eux, amoureuses. Et ce cheminement va être aussi celui d'une guérison intérieure, et Rose, si je puis dire quelque chose de très attendu, va peu à peu éclore au gré de cette rencontre. Camille Laurence, vous avez publié 16 romans, alors je ne vais pas tous les citer, mais j'en cite quelques-uns. Dans ces bras-là, en 2000, qui a eu le prix Femina, Romance nerveuse, Celle que vous croyez, La petite danseuse de 14 ans, qui a eu le prix de l'Académie française, F. Delacroix, en 2017. Et puis ce nouveau livre, qui est, comme plusieurs de vos romans, qui obéit au code de l'autofiction et qui raconte... D'ailleurs, je voulais montrer la photo du bandeau, mais en fait, je me rends compte que très bêtement... Ah non, c'est bon. Voilà, l'histoire de cette petite fille, très jolie. J'imagine que c'est vous. C'est pas vous? C'est pas vous. Alors j'imagine mal. C'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Laurence Baraquet et qui, au moment de sa naissance dans les années 60, eh bien, cause une grande déception à son papa, notamment parce qu'on espérait un garçon. Puis à l'époque, on ne peut pas savoir. Et elle va grandir avec avec ce sentiment de manquement, quoi, voilà, ce sentiment-là, mais en même temps, elle va devenir une personne qui elle-même va devenir mère et interroger cette question d'être une fille à travers sa propre enfant. Et puis, Véronique Olmy, vous avez publié beaucoup de théâtre, des nouvelles, des romans, j'en ai compté 12 en plus de celui-ci. Je cite notamment Nous étions faits pour être heureux, La nuit en vérité, et bien sûr Bakita, qui a été notamment prix du roman Fnac. J'en profite pour dire que le prix du roman Fnac cette année, Betty de Tiffany McDaniel, est super pour le sujet Être une fille. Je le conseille. C'était une parenthèse. Ce nouveau roman, Les évasions particulières, raconte le destin de 3 sœurs et de leurs parents, qui ont 3 vies très différentes. La première, Sabine, c'est une battante qui va devenir, qui va avoir envie de faire du théâtre, se forger vraiment une carrière. La deuxième, Hélène, qui est amoureuse des animaux, elle est partagée entre 2 milieux. D'un côté, celui de son oncle et sa tante, qui la prennent souvent chez eux, qui habitent à Neuilly et qui sont dans un milieu très bourgeois. Et de l'autre, le milieu de ses parents, où elle grandit avec ses sœurs, qui est un milieu catholique plutôt modeste. Et puis la petite Mariette, la troisième, qui a une santé plutôt fragile, elle va être celle qui va rester longtemps auprès des parents et elle va être témoin de secrets de famille et notamment de la seconde vie de leur mère Agnès, puisque elle les a eues très jeunes et que finalement elle va vivre une autre forme de vie après le départ de ces 2 grandes filles. Et on croise dans ce roman des histoires personnelles, mais aussi la grande histoire, Gisèle Halimi, Simone Veil, puisque ça se passe entre les années 70 et l'élection de François Mitterrand.
Voilà, après cette présentation des romans, je vais commencer par une question pour vous, Muriel Barbery. L'une des premières choses qu'on perçoit chez Rose, c'est sa grande solitude. Elle est la fille de personne. Elle vient de perdre un père qu'elle ne connaissait pas et sa mère, qui était dépressive, s'est suicidée quelques années auparavant. Est-ce que c'est parce qu'elle est fille de personne que finalement on la sent si solitaire, si étrangère, même à elle-même, pas seulement étrangère au Japon ? Bonjour à tous, d'abord. Rose, je l'ai découverte au fur et à mesure que le roman s'écrivait. Tout ce que je savais au départ, c'est que ce serait une femme animée d'une très grande colère parce qu'elle n'a pas connu son père, parce qu'elle a grandi sans père, qu'elle a été lancée dans la vie sans avoir jamais pu connaître quoi que ce soit de ce père, à part qu'il est japonais et qu'il vit au Japon et que sa mère refuse qu'elle le voie. Et c'était c'était le point de départ et je ne savais pas de quelle façon les choses allaient évoluer. Mais ce n'est pas tout à fait un hasard si elle est habitée de colère et de solitude, puisque je me rends compte que beaucoup de mes personnages le sont en général. Je souhaitais suivre son parcours, mais je savais déjà que je voulais que ce parcours soit une sorte d'illumination. Et que cette sécheresse, cette colère initiale, cette solitude terrible dans laquelle elle est, peu à peu se transforme en autre chose parce qu'elle va être confrontée à un événement extraordinaire, la mort de son père et une invitation à venir entendre son testament, et parce qu'elle va se trouver dans un lieu extraordinaire qui va poser d'une toute autre manière la question de la fille qu'elle est, de la fille de ce père inconnu, qui ne va plus lui être tout à fait inconnu. J'ai avalé de travers. C'est une erreur à ne pas commettre en débat. Et je m'en excuse. Camille Laurence, ce roman Fille, qui porte un titre éloquent, qu'est-ce qui vous a donné envie en 2020 de le publier ? Est-ce que c'est le contexte actuel qui pose beaucoup de questions sur ce qu'est, en ce moment, ce qu'est être une fille, être une femme dans la société et dans le regard de l'autre ? Écoutez, c'est un sujet, si on peut dire. En tout cas, c'est une interrogation que j'ai depuis très longtemps. En fait, la question de la différence sexuelle, en fait, court dans tous mes romans depuis au moins dans ces bras-là. Donc, ça fait exactement 20 ans. Il se trouve simplement... Enfin, j'ai même écrit un roman en 2003 qui s'appelle L'amour roman, dans lequel je suivais 3 générations de femmes, une lignée maternelle, pour voir la façon dont elles se transmettaient, notamment le sentiment amoureux. Donc, on peut dire que c'est vraiment dans la filiation de tout le travail romanesque que je fais depuis longtemps. La seule chose, c'est que là, effectivement, ce qui s'est passé ces dernières années, le mouvement MeToo notamment, m'a ramené à mes années d'adolescence où j'avais connu, d'ailleurs Véronique en parle beaucoup dans son roman, la première vague féministe des années 70, et j'avais envie de faire une sorte d'état des lieux. D'abord parce que moi-même, j'ai une fille qui, elle, est plutôt justement dans cette nouvelle vague féministe et beaucoup plus radicale que je pouvais l'être, et en même temps connaît mal les années 70, bien sûr. Donc c'était aussi une sorte d'état des lieux pour voir ce qui avait changé, ce qui avait évolué pour les femmes. Et le roman, je crois, c'est un arc entre ces années 60, 70, où être une fille n'avait pas du tout le même sens et la même liberté, sans doute, qu'être une fille maintenant. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est d'abord une petite fille dans les années 60, une adolescente ensuite, et qui, à la fin des années 90, a elle-même une fille. C'est être une fille et avoir une fille. Être une fille, avoir une fille. Et il y a j'en profite pour souligner une expression, une formule que j'ai beaucoup aimée sur cette question d'être une fille, c'est le « e muet loquace ». Qui se rajoute quand on est une fille. Et je trouve que dans tous les débats qui agitent la société en ce moment, sur l'orthographe, sur comment est-ce qu'on incarne la féminité dans l'écrit, dans l'écriture,
Eh ben, ce E muet loquace m'a beaucoup plu. Oui, bah, c'est-à-dire que c'est toujours l'examen du langage, des formules qu'on emploie couramment sans y prêter attention. Et effectivement, ce qu'on appelle la rime féminine en poésie, c'est la rime qui se termine par un E muet. Alors, bizarrement, ce n'est pas la rime masculine qui se termine par un E muet, parce que ce sont les filles qui sont muettes. Véronique Olmy, cette saga que vous publiez, qui est passionnante, c'est vraiment une saga, hein, parce que, enfin, moi j'appelle ça comme ça, on s'y plonge et il y a cette histoire de famille qui monte un peu plus haut et puis qui va continuer, se poursuivre, qui est autant l'histoire des trois sœurs que l'histoire des femmes dans cette période charnière de la libération des femmes que vient d'évoquer justement Camille Laurence. Est-ce que vous y avez mis aussi, vous aussi vous êtes familière des histoires de femmes, hein, et des héroïnes féminines, mais est-ce que vous y avez mis quelque chose de particulier par rapport à cette ère post-MeToo, par rapport à ces questions très contemporaines qu'on se pose et à ces différentes visions du féminisme qui se développent et qui s'opposent même en ce moment dans la société, puisque vous aussi revenez aux fondamentaux finalement, hein, avec des figures que j'ai citées tout à l'heure, Halimi, Simone Veil. Je ne crois pas qu'il y ait... Je fais une toute petite parenthèse sur la fin de votre question et après je vais revenir aux sources du roman. Je crois que le féminisme, il n'y a jamais eu d'accord, de concorde totale. C'est pluriel le féminisme. Et il y a toujours, on dit les néo-féministes, pour moi ça n'a pas sens parce que la vie c'est un mouvement. Donc il y aura toujours les trois temps, passé, présent, futur. Donc oui, le féminisme aujourd'hui a d'autres combats d'abord, d'autres formes, d'autres couleurs, mais c'est pas en opposition. Voilà. Alors pour revenir à l'origine du roman, en fait, ce roman est quasi autobiographique. Et je suis allée à Aix-en-Provence pour recevoir un prix pour Bakita. Et il se trouve que le prix qu'on m'a donné, c'était un clou de la voirie qu'on met sur les trottoirs, et avec le C de Cézanne. Et pour moi, Paul Cézanne est un peintre, mais César, c'est César. Cézanne, c'est mon lycée. Je lui donne un petit nom, vous voyez, c'est très, très intime. Cézanne, c'était mon lycée. Et en recevant ce prix, je me suis dit, mais c'est fou, parce que j'avais l'impression d'être née au 19e siècle. C'est-à-dire que moi, quand j'allais au collège et au lycée, c'était pas mixte. Et je me suis dit, mais c'est fou comme c'est allé vite. Il y a quelque chose qui s'est enflammé après 68. Ce qui m'intéressait, c'était de revenir justement, comme ça s'est passé à l'époque. Je n'avais pas envie d'écrire un roman sur des gens convaincus. Ce qui m'intéressait, c'est la lenteur et les chemins de traverse que prennent les révolutions, finalement. Parce qu'on peut parler d'une révolution avec la loi de libération de l'avortement, de la contraception, grâce à Simone Veil, à toutes les femmes autour d'elle et avec elle qui se sont battues. Et j'ai placé ça donc dans mon milieu catholique, plutôt simple, avec effectivement cette petite fille qui était moi, qui navigue entre deux milieux assez opposés, parce que ce qui m'intéressait, c'était le retentissement. Donc c'est pas tout de suite en 68, c'est en 70. C'est pas à Paris, c'est en province, mais c'est aussi une ville, Aix, en Provence, où il y a le palais de justice. Donc il y avait beaucoup de procès très importants avec Gisèle Halimi, avec Simone de Beauvoir, procès dit du viol, le procès des trois inculpés du MLAC. Enfin, il y avait des choses très importantes. Il y avait les facs de lettres. Enfin, il y a toujours les facs de lettres. C'est une ville à la fois lointaine, mais qui était aussi en prise directe avec l'évolution de la société. Muriel Barbery, au Japon, le féminisme n'a pas du tout la même histoire qu'en France. D'ailleurs, en lisant ce texte, je me suis rendu compte que je ne savais pas très bien ce qui se passait au Japon au niveau du féminisme. Et vous y avez vécu, je crois, pendant un temps. Et si les informations que j'ai trouvées sur Internet sont exactes, hein, vous écrivez « Les Japonaises n'ont pas connu nos mouvements féministes, mais Haru, le père, à sa façon, était féministe. Il ne donnait pas de soirée entre hommes. Chez lui, les femmes participaient aux discussions. Sayoko, qui était son intendante, ne pleure pas alors qu'elle a le cœur brisé de le perdre. Et vous écrivez aussi « Les Japonaises sont une lumière en prison. Je promène mon spleen de femmes libres dans leurs temples et dans leurs jardins. » Ça, c'est Bess qui le dit. C'est une Anglaise qui apparaît dans le roman. Quelle est la place des femmes au Japon? Et est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a là-bas une différence entre une femme et une fille? Puisque j'imagine que
le fait que vous ayez placé votre roman au Japon n'est pas complètement innocent. Alors, je suis un peu embêtée parce que je ne suis vraiment pas une experte des mouvements féministes au Japon, donc c'est difficile de vous répondre. Le personnage du roman, c'est une Française qui se rend au Japon et qui a ce entend regard. des bribes de paroles qui lui sont dites par des gens qui y vivent, mais qui n'ont pas force de vérité que pour ceux qui les expriment. Les 2 ans que j'ai passés au Japon m'ont effectivement permis de voir, mais même sans y vivre, on le sait, que les révolutions sociales, et en particulier les mouvements féministes, n'ont absolument pas existé de la même façon en Asie en général et au Japon en particulier. Mais je dois dire, pour expliquer peut-être le point de départ et l'orientation du roman, que moi j'ai été élevée par des parents féministes qui étaient militants, et ma mère et mon père. Et donc pour moi, la problématique de la filiation et de l'identité ne se jouait pas là, parce que j'ai découvert, non pas que les femmes pouvaient revendiquer quelque chose, mais que, en sortant de mon milieu familial, que la vie était beaucoup plus dure pour elles que je ne l'imaginais. En revanche, j'ai été confrontée très tôt à la mort de mon père et à la mort de proches, et c'est pourquoi la question de la filiation, pour moi, a toujours été celle de la transmission de la vie des morts et de la transmission invisible de ceux qui ne sont plus là. Et c'est ce qui arrive à Rose. Ça n'est pas du tout mon histoire, mais c'est ce questionnement sans doute fondamental pour moi de la vie des morts qui nous sont chers et de la manière dont ils nous font des legs que nous ne comprenons que peu à peu, qui se joue dans l'invisible, dans une sorte de transmission par-delà la mort, par-delà, au travers des âges. Et je crois que c'est le point de départ du roman. Donc, en fait, la question du féminisme du Japon, c'est une question qui ne vous intéresse pas du tout, et de toute façon qui ouvre une réponse qui durerait probablement 3 jours de cours magistral. Enfin, non, c'est une question que je trouve passionnante, mais qui n'est pas l'objet du roman. Qui n'est pas du tout l'objet du roman, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait cette question de fille et de féminité, et il y a quand même, dans le roman, la liberté de Rose, qui est aussi une liberté sexuelle, qui entre en jeu aussi, et elle arrive comme ça avec sa galerie d'amants dans un pays où on sent que ça ne se passe pas forcément comme ça. Alors, de la même façon, la question de la sexualité au Japon m'échappe quand même assez largement. Mais le personnage de Rose est vraiment un personnage français, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas... Je ne pourrais pas écrire un roman dont le personnage principal serait japonais où l'héroïne serait japonaise. Je n'en ai ni l'expertise, ni la compétence, ni même l'envie. Ce que je voulais raconter, c'était comment une femme française, avec un père japonais inconnu, découvrait quelle fille elle était à l'occasion de ce voyage extraordinaire. Et quel père elle avait. Et quel père elle avait, puisqu'il a dessiné pour elle tout un parcours posthume, qui lui est posthume à lui dans la ville, de telle sorte qu'il lui permette peu à peu de comprendre qui il était. Camille Laurence, tout comme chez vous d'ailleurs, Véronique Olmy, il y a une expression assez terrifiante. 2 filles, 3 filles, pas d'enfants. Comme si la fille était amputée, c'est commun, comme si la fille était amputée carrément, non pas seulement d'un membre masculin, mais d'une part d'identité qui est celle d'enfant, c'est-à-dire d'être. Enfin, oui, c'est-à-dire qu'elle a un père qui souhaitait tellement avoir un garçon que pour lui, avoir un enfant, c'est avoir un fils. Et donc à la question, effectivement, est-ce que vous avez des enfants ? Il répond non, j'ai 2 filles. Ça lui échappe parce que le fils, c'est la transmission du nom de famille, des valeurs viriles, suppose-t-il. Et donc, voilà, l'enfant, c'est essentiellement le garçon. Mais c'est comme s'il manquait toujours quelque chose à la fille, y compris dès avant la naissance, puisque je m'amuse à reprendre une expression qui est souvent employée par les médecins à l'échographie du 5e mois, où souvent on demande le sexe de l'enfant, et où le médecin dit, quand il pense que c'est une fille, il dit
je ne vois rien. Voilà. Je ne vois rien, donc traduisez, c'est une fille. Il n'y a rien à voir, circuler. Donc c'est comme si la fille, dès avant la naissance, était définie par le manque. Il n'y a rien à voir. Et là, il manque quelque chose à l'endroit où on serait bien content de voir quelque chose. Et c'est un petit peu ça l'idée qui court à travers le roman. C'est comment s'émanciper de ce sentiment qui est véhiculé là par le père, que une fille est une fille, comme disait Simone de Beauvoir. On est fille par défaut. Être une fille, ça veut dire d'abord ne pas être un garçon. C'est un manque. Et c'est de cela qu'elle va s'affranchir peu à peu, et aussi grâce à sa propre fille. Véronique Olmy, il y a aussi cette expression. Oui, parce que mon père l'employait, alors il riait un peu, mais enfin c'était ça. Et c'est vraiment, effectivement, alors nous on était assez nombreux, donc il y avait 5 filles et un garçon. Et mon père disait toujours, j'ai 5 filles et un enfant. Mais effectivement, c'est rattaché au nom. Et ce qui est drôle, c'est que, comme dans le livre, moi, j'ai jamais changé de nom. Et un jour, je suis allée avec le journal en lui disant, regarde, il y a ton nom dans le journal. Pas il y a mon nom, mais il y a ton nom. Pour qu'il soit fier, parce que lui, ce qu'il voulait effectivement, c'était que le nom perdure. Donc il disait, mon fils, mon enfant aura... Mais mon frère n'a pas eu d'enfant, donc c'est un sale coup. Et donc, je lui disais, regarde, il y a ton nom dans le journal. Et il était content. C'est donc une histoire vraiment de qui va me transmettre. Et nous, les filles, on ne transmet pas. Dans mon milieu catholique, on appelait ma mère, on l'appelait, mon père s'appelait Luc, et on nous appelait les Luc. C'est-à-dire que ce n'est même pas la femme qui s'appelle Madame Luc Olmy, mais c'est les Luc, c'est-à-dire qu'on est défini même par le prénom. Il n'y a pas seulement le nom, même le prénom. Et la mère, elle, là-dedans, elle est totalement absente. Elle n'est jamais nommée. Et ce père, dans votre roman, il est en même temps pétri d'une bonté vis-à-vis de ses filles qui moi, m'a beaucoup émue. Il y a une volonté chez lui de bien faire, malgré aussi ces maladresses qui sont presque inscrites dans une espèce d'inconscient collectif, puisque ça revient dans 2 livres. Parce que c'est la figure de mon père, donc j'ai beaucoup de tendresse pour lui, mais c'est vrai que, et ça m'intéressait de décrire ça dans le livre, à quel point c'est difficile d'intégrer un changement de paradigme, un changement, c'est pas sociétal, c'est intime, familial, et j'avais envie de parler de cet homme qui aime ses filles et sa femme et qui ne comprend pas et qui est lesté d'un lourd chagrin parce qu'il voudrait être d'accord, mais il ne peut pas. Il est choqué. Pour lui, c'est une aberration. On va contre la nature. Il y a ce mot-là aussi dans le livre de Camille, la nature. Voilà, mais alors c'est pas naturel. On peut pas. Et c'est peut-être ce qui nous arrive aussi aujourd'hui à des niveaux plus nuancés. Moi, avec mes propres enfants, ça m'arrive, par exemple, les discussions sur le port du voile, sur le burkini. Je sens bien que, même si je ne voudrais pas, eh bien, j'ai un petit décalage. Alors, je pense qu'il faut... ce qui est formidable, c'est que les enfants nous ouvrent aussi. Nous ouvre à d'autres perceptions du monde. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais je trouve que c'est formidable d'entendre leur point de vue, de regarder comment ils vivent, d'en être étonné dans le sens premier du terme, et puis ensuite que ça nous travaille, parce que ça n'est pas donné, ça n'est pas évident. Et c'est ce chemin-là, je trouve, pour rejoindre la liberté des autres, qui est vraiment passionnant à faire. Camille Laurence, je pense à vous en écoutant Véronique Olmy, puisqu'il est tout à fait question de ça, déjà il est question d'autres expressions violentes, comme garçon manqué par exemple, qui sont quand même un petit peu hallucinantes. Et il est aussi question de votre fille, d'ailleurs je crois que vous lui avez dédié le roman, il me semble.
lui ai dédié le roman, mais la fille du roman... Oui, c'est la pas fille votre de la fille, hein. narratrice. Attention, je me suis Oui. emballée, pardon. Il est question d'une jeune fille qui devient femme sous le regard de sa mère et avec l'aide de sa mère aussi, le soutien de sa mère. Et ça, c'est quelque chose qui résonne en vous aussi, cette possibilité qu'offrent les enfants de venir enrichir des acquis qu'on croyait avoir et qui en fait évoluent. Oui, bah, c'est-à-dire que bon, déjà je me suis intéressée beaucoup donc, comme je le disais, à tout ce que la langue peut charrier de négatif ou de péjoratif concernant les filles. Bon, vous avez cité Garçon manqué. Il y en a plein d'autres. Mais il y a cet exemple pour moi qui est tellement emblématique, qui est le mot garce. Qui, au XVIe siècle, chez Montaigne, c'est juste le féminin de garçon. Une garce, c'était le féminin de garçon, et qui, au fil des siècles, est devenu une injure à destination des femmes, comme si le féminin devait forcément se dévaluer, se dévaloriser. Et l'histoire de mes personnages féminins, c'est le contraire, c'est comment il s'agit de reconquérir la fierté d'être une fille. Et c'est la fille de Laurence, donc la narratrice, qui l'aide en fait à faire ce passage. Alors elle aussi, comme le disait Véronique Olmy, cette narratrice, elle est un peu décalée par rapport à certaines réflexions de sa fille ou certaines découvertes qu'elle fait, et elle s'ouvre peu à peu à une autre vision du féminin. Donc c'est cette transmission qui se fait en quelque sorte à rebours, parce que la transmission, logiquement, de génération en génération, les parents transmettent des valeurs ou des idées à leurs enfants. Et là, c'est vraiment la fille qui transmet quelque chose à sa mère. Et d'ailleurs, j'ai conçu tout le roman comme un arc entre la première phrase qui est « c'est une fille », où on annonce aux parents, avant l'échographie, donc le jour de la naissance de leur fille, et la dernière phrase qui est « c'est merveilleux une fille », où c'est la fille de la narratrice qui est née au début du roman qui lui dit cela, « c'est merveilleux une fille ». Et donc entre ces deux phrases, la première et la dernière, il y a juste un adjectif en plus qui s'est intercalé entre c'est une fille et c'est merveilleux une fille, qui est cet adjectif qui manquait. C'est-à-dire ce qui manquait, c'était pas l'organe sexuel masculin dont, d'après Freud, les femmes souffrent de ne pas l'avoir, mais ce qui manquait, c'était cet adjectif valorisant pour dire que, bah oui, même si c'est décevant pour les parents, eh bien, les parents des années 60, eh bien, c'est merveilleux maintenant d'être une fille. Muriel Barbery, vous écrivez « Nous sommes monomaniaques dans la famille. Ma mère n'était que tristesse, je ne suis que colère. » Et son père veut lui transmettre un héritage qui serait un baume. Alors comment est-ce qu'il a... Déjà, qu'est-ce qu'il entend par là? Le baume sur quoi? Et comment est-ce qu'il a su, ce père-là, qu'une fille inconnue aurait besoin de recevoir ce baume? Le père de Rose, Haru, qui est japonais, a été privé de la présence de sa fille par la mère. C'est pas du tout lui qui l'a abandonné, hein, ça je l'ai pas précisé. Non, mais... il n'a pas eu le choix. La mère de Rose ne lui a pas laissé le choix d'être le père de cette petite fille qu'il a pourtant envie d'aimer. Et donc, il est empêché toute sa vie de se rapprocher d'elle. Et la seule solution pour lui d'avoir une fille, c'est d'organiser ce qui va se passer pour elle après sa mort. Et la question qui se pose à Rose, lorsqu'elle arrive à Kyoto et qu'elle est confrontée à la présence permanente dans la maison de son père de cet homme qu'elle n'a pas connu, c'est celle de savoir si elle va réussir à vivre, ce qu'elle n'a pas pu faire jusque-là, avec un père non plus seulement absent, mais désormais mort. Et le périple qu'il organise pour elle dans la ville est fait pour qu'elle puisse vivre, est fait pour que sa fille puisse vivre et pour qu'il puisse accomplir son destin de père en apprenant à vivre à cette fille qu'il n'a jamais avec laquelle il n'a jamais pu vivre lui-même. Donc il la confronte au travers de tout ce parcours dans la ville à
ce qu'elle doit affronter pour pouvoir enfin exister, la possibilité de souffrir, le risque pris de souffrir, le risque pris de donner sans avoir reçu, celui d'échouer, d'aimer, etc. Et donc, au fur et à mesure que le roman avance, Rose se confronte à la possibilité d'exister en dépit de l'absence de son père. Et vous dites la possibilité d'échouer, mais Rose, elle dit à un moment donné, j'ai pas peur d'échouer, j'ai peur de réussir. Oui, mais ça, c'est un grand classique que tout le monde connaît, la possibilité du bonheur, la revendication d'être heureux se brise souvent sur une falaise de culpabilité qui fait qu'on ne s'y autorise pas. Et donc, elle n'échappe pas à cette règle. Véronique Olmy, le poids du catholicisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il pèse lourd sur la vie quand même de ces parents qui... Moi, j'ai beaucoup aimé le portrait que vous en avez fait. C'est qu'ils sont à la fois pleins de sensualité l'un avec l'autre. Ils sont pas dans une vie terne qu'on pourrait lier à la famille catho-tradie, entre guillemets. Et en même temps, il y a quand même ce poids-là qui va pouvoir avoir des conséquences sclérosantes sur leurs existences ou même graves. Quel est l'impact de ce milieu catholique sur l'épanouissement féminin? Et notamment, je pense à la mère, mais les filles le subissent aussi un petit peu, même s'il y a une volonté très forte de rompre avec tout ça, même avec la complicité de la mère d'ailleurs. C'est-à-dire que... Moi, j'ai vu mes parents qui étaient des gens de bonne foi, dans le sens premier du terme, qui étaient engagés, qui n'étaient pas traditionnalistes, qui étaient engagés, croyants et qui voulaient bien faire, qui pensaient que voilà, si tout le monde suivait les 10 commandements, ce serait tellement plus vivable, ce serait merveilleux et qu'il fallait le faire. Et je les ai vus être détruits par la religion, parce que cette religion qui au départ est qui n'est pas une religion, mais qui est un message, une prophétie, un message, on l'appelle comme on veut, une injonction à s'aimer les uns les autres, et finalement à dévier vers une église qui s'est bâtie autour de la menace. C'est une religion de la menace. Et la première chose, c'est que ma mère a perdu un enfant. C'est pas comme dans le livre, elle a réellement perdu son bébé, et je l'ai vue obsédée toute sa vie par cette notion de limbe, inventée par saint Augustin, c'est-à-dire qu'il y a une cartographie du ciel comme ça, donc on a placé le paradis, le purgatoire, les limbes et l'enfer. Alors vous pouvez sortir du purgatoire si on paye, si on dit des messes pour vous, si des gens donnent de l'argent, puis il y a même des troncs dans les églises pour les âmes du purgatoire. Vous pouvez les racheter. Les limbes, il y a ce très joli livre de Pontalis sur les limbes, et les limbes, c'est l'endroit sans espoir. Et on a reproché ça à ma mère, que son bébé n'avait pas été baptisé, seulement ondoyé. Enfin, c'est toute une hiérarchie dont je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc j'ai vu mes parents être détruits par les injonctions d'une église hiérarchisée, profondément misogyne, hypocrite, et qui était tellement en contradiction avec ce en quoi ils croyaient que voilà, j'ai observé ça avec beaucoup de chagrin et aussi beaucoup de d'effarement. Camille Laurence, les femmes dans la famille de votre héroïne ont une histoire ambiguë, ambivalente. Il y a cette grand-mère qui était mère célibataire. Il y a cette mère qui a beaucoup d'amants, qui est en même temps, comme elle se qualifie elle-même, fille à papa. Ce qui est une autre expression un peu compliquée, dont on peut dire beaucoup de choses. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de très conservateur. La femme doit être à sa place et faire des enfants, etc. C'est une drôle de... C'est comme s'il y avait des petits espaces de liberté qu'on s'auto-attribue selon ses propres règles, mais qu'on ne va pas non plus mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et qu'est-ce que c'est générationnel, et en même temps avec une liberté, quoi.
Oui, c'est-à-dire que dans les années 60, je rappelle quand même qu'une femme n'avait pas le droit de signer un chèque sans l'autorisation de son mari, n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque personnel, elle n'avait pas le droit de travailler si son mari s'y opposait. Donc il fallait bien aussi trouver des espaces de liberté qui pouvaient, comme c'est le cas de la mère de mon héroïne, effectivement, s'exprimer par le fait qu'on s'échappait avec un amant, voilà, parce qu'on avait le droit de rien faire, on avait au moins le droit de disposer de son corps comme on pouvait et d'aimer où on voulait. Mais là où c'est conservateur, c'est aussi le poids non pas de la religion, parce que le père est protestant, et alors c'est plutôt la culture protestante que la foi protestante, parce qu'en fait le père de Laurence dans le roman n'est pas spécialement croyant. En revanche, il est pétri de culture protestante, de ce puritanisme qui veut par exemple que dans ces années-là, donc quand sa fille devient ses filles, puisqu'il n'a eu que des filles, deviennent adolescentes, eh bien, il y a une chose essentielle pour lui, c'est qu'elle reste vierge jusqu'au mariage, qui est quelque chose qui maintenant paraît désuet, en tout cas dans notre culture, mais qui à l'époque était encore vraiment une règle d'or pour les filles. Donc il y avait tout un tas d'interdictions comme ça liées à la morale, en lien avec la religion. Oui. Rose, elle est assez libre de ça. Enfin, j'ai l'impression, elle a fait sa vie avec sa mère qui était dépressive. On sent que finalement la colonne vertébrale était un petit peu, ces structures-là étaient un peu fragiles. Elle a beaucoup d'amants, elle l'évoque. C'est pas raconté en long, en large, en travers, mais on sent que voilà, c'est une femme qui a eu beaucoup d'amants. En même temps, il y a des moments où elle dit aussi. Là, j'ai couché avec cet amant et je l'ai envoyé se faire voir et j'ai complètement oublié l'étreinte. Et, voilà. Et en fait, quand elle va au Japon, elle renoue avec une forme de sensualité, ou peut-être même qu'elle découvre une forme de sensualité qui passe pas uniquement par le corps, mais aussi par les sens, par la nourriture et par l'intimité qu'elle a avec Paul, sans forcément coucher avec lui d'ailleurs. Oui, alors, elle ne dit pas coucher, hein, je précise, mais c'est exactement ce que va découvrir Rose, c'est-à-dire renouant avec ce père qu'elle n'a pas connu, elle va soudain être capable d'intimité avec un homme. Alors Rose, elle a 40 ans, donc l'intrigue se passe aujourd'hui, ça veut dire qu'elle est née dans les années 80, c'est pas du tout la même période et pas du tout la même initiation. Être une fille et une femme que dans les années 60 ou 70. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais sa mère, qui n'a pas vraiment... On ne sait pas grand-chose sur sa mère, sinon qu'elle est mélancolique, dépressive et qu'elle n'a pas pu s'occuper de sa fille. Et Rose est un personnage fondamentalement en friche, qui n'a jamais eu vraiment d'intimité avec personne, parce que le père est absent et parce que la mère est absente tout en étant présente. Et ce que peu à peu, elle va être capable de faire grâce à ce père désormais mort, mais présent comme il ne l'a jamais été, c'est découvrir ce que c'est qu'un rapport d'intimité, mais pas seulement avec Paul, dont elle va tomber amoureuse, mais aussi avec les autres personnages du roman qui l'entourent et qui soudain s'incarnent. C'est comme si, dans la présence du père, le monde soudain s'incarnait, prenait une consistance et une réalité dont elle a été privée jusque-là. Camille Laurence, dans votre roman, votre héroïne tombe enceinte d'un petit garçon d'abord. Et bien sûr, voilà, c'est l'enfant masculin attendu. Et puis un drame se produit au moment de la naissance. L'enfant, elle perd son bébé. Et il se passe des choses qui sont, alors aujourd'hui, de l'ordre des violences gynécologiques. On en a beaucoup parlé. Il y a des blogs qui aujourd'hui disent stop à ces choses-là. Vous parlez du point du mari notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sujets-là, notamment de cette question des violences et de ce fameux point du mari, qui est quelque chose de très choquant que moi, je ne connaissais pas jusqu'à récemment? Oui, je suis étonnée du nombre de personnes qui ne connaissent pas et même
qui me disent « mais ça, vous l'avez inventé », alors qu'on en a quand même pas mal parlé, et ça fait partie des violences gynécologiques, effectivement. C'est une tradition médicale. Bon, maintenant, je pense que, comme il y a eu quand même quelques scandales, ça a peut-être été arrêté, mais ça se pratiquait assez couramment, qui était de resserrer, après l'accouchement, quand le périnée avait été déchiré, enfin, de recoudre l'orifice vaginal plus serré pour le confort du mari. C'est pour ça que ça s'appelle le point du mari, pour que ce soit pour lui plus agréable dans la sexualité. Et ça fait partie bon, là, c'est vraiment une violence gynécologique, évidemment, sans même prévenir la femme qui venait d'accoucher, que bon, là, c'était vraiment quelque chose où on le faisait, ça ne peut pas faire de mal. Mais il y a des violences plus anodines, hein, parce que dans le roman, elle raconte qu'elle va voir un gynécologue qui, à chaque consultation, lui raconte des blagues paillardes. Voilà, ça l'amuse. Voilà, on est dans une situation de consultation médicale, mais il lui raconte des blagues salaces, et elle est supposée rire parce que voilà, c'est le médecin, il s'amuse, c'est l'esprit carabin, et tout cela. Enfin, je sais que pour ma part, c'est quelque chose qui a été tellement intégré, tellement intériorisé par toutes les femmes que bon, oui, ce sont des plaisanteries, c'est pas très grave. Bon, même le point du mari, j'entends encore des gens qui trouvent que bon, qu'est-ce que ça change, c'est pas très grave, alors que ce sont vraiment des atteintes à l'intégrité physique et des atteintes morales très, très, très graves. Bien sûr, c'est une violence inouïe qui lui est faite au moment où on lui dit, en plus avec ce qui vient de se passer, il va falloir s'y remettre rapidement. Donc voilà, puis peut-être faire un garçon. Et voilà, c'est ça. Mais alors justement, le point du mari, c'est pour qu'on puisse reprendre plus rapidement, encore plus dans ce cas où elle vient de perdre un enfant, donc pour que le couple puisse reprendre une sexualité harmonieuse et avoir un autre enfant, évidemment de préférence un garçon. Véronique Olmy, votre personnage, le personnage de la mère de ces trois filles m'a beaucoup touchée, puisque comme je le disais en introduction, une fois que ces deux grandes filles vont partir et que sa plus jeune va être occupée, elle se retrouve finalement jeune face à une nouvelle jeunesse. Et ça, c'est une chose qui était aussi un appel à finalement au choix et à la liberté. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette nouvelle vie? Et avec son mari, ils ont même l'envie de refaire un enfant. Et ça, est-ce que c'est aussi, je posais la question, est-ce que c'est générationnel? Mais c'est une génération très particulière de femmes qui finalement s'est retrouvée après la libération des femmes dans les années 70, avec la possibilité, le champ des possibles qui s'ouvrait, de ne pas faire comme leur mère et de faire peut-être comme leur fille. En même temps, c'était compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de finalement, j'ai envie de dire, marcher sur des œufs, la quarantaine en 1970 ? Mais je crois qu'en fait, ça rejoint ce que disait Camille sur le fait qu'on a intégré. C'est très long avant de se poser soi-même des questions sur ce qu'on vit, sur ce qu'on subit. On n'a même pas l'impression de le subir. C'est-à-dire qu'on baigne voilà, il y a des violences gynécologiques, il y a de la misogynie à tous les niveaux, mais les choses sont comme ça. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, une femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation du mari, signer un chèque, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une femme sans mari, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Une femme sans mari, une fille-mère, une femme sans mari et qui avait un enfant, c'était vraiment, elle était bannie. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Et quand l'héroïne du roman décide de s'émanciper par le travail, parce que je pense que c'est là le premier pas à franchir, c'est le travail et l'indépendance financière, encore qu'elle a un métier qui ne lui rapporte pas beaucoup.
C'est un métier qui vient de s'ouvrir aux femmes dans les années 75, qui est factrice. Voilà, je l'ai découvert en moi lisant aussi. Factrice. C'était interdit avant les années 70. Ouais, c'était pour les messieurs. Et puis, et les filles venaient effectivement à Paris, et donc elles laissaient, parce qu'on se formait à Paris, et elles laissaient leurs enfants pendant plusieurs années. Elles redevenaient un peu finalement, elles étaient beaucoup logées dans des foyers. Les foyers PTT, etc. On en voit encore un peu derrière la gare Montparnasse. Et finalement, on pourrait dire qu'elles redevenaient filles. Et elles laissaient leurs enfants en province aux parents, si elles en avaient, ou voilà, elles se débrouillaient. Et ensuite, elles pouvaient revenir chez elles, mais elles étaient un peu mutées au hasard. Et donc, il fallait beaucoup de volonté pour s'affranchir, tout en on n'avait pas tout de suite des métiers gratifiants. Parce que si on avait un métier gratifiant, ça voulait dire que déjà on avait eu la possibilité de faire des études et tout le monde ne l'avait pas. Le milieu dont je parle, ce milieu catholique, quand on est l'aîné d'une très très grande fratrie, surtout le fils, bon, ben, ça n'en parlons pas, mais la fille aînée peut avoir un petit métier dit féminin, mais après les autres enfants, ça ne compte pas. Parce que ce qui compte, c'est que le fils aîné représente bien son propre père finalement. Et donc, c'est vraiment difficile, c'est vraiment par étapes, c'est quelque chose parce qu'une femme qui ne sort pas de chez elle, et donc, comme vous l'avez souligné, une fois que les enfants sont partis, alors finalement, à quoi elle sert? Puisque c'est fini, elle est dans un temple vide. Et donc, avant de comprendre qu'elle a le droit à quelque chose, de décider, de choisir quelque chose. C'est très long parce que ça se fait souvent, c'est souvent vécu, en l'occurrence là par le mari, comme alors je ne te donne pas assez, qu'est-ce que tu vas chercher dehors? En fait, les places sont distribuées d'une façon très figée dès le départ. Socialement, c'est figé depuis des siècles. On hérite de messages, oui, de mariages bourgeois qui tournent autour de la place, j'allais dire, du maître, du chef, voilà, du chef de famille. Qui là, pour le coup, se retrouve complètement déboussolé d'ailleurs. Il ne comprend plus rien. Le mari d'Agnès, il alterne entre des moments où il est autoritaire et des moments où il est heureux de voir sa femme et des moments où il est complice. C'est très intéressant. Oui, c'est un couple qui s'aime. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer un couple qui aime faire l'amour, qui s'aime, qui a envie d'être un peu tous les deux, mais ils n'osent pas, ça ne se fait pas parce qu'on est soit mère, soit épouse, mais le rôle de la femme, c'est les enfants. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de montrer des gens dont tous les élans vitaux, poétiques, essentiels à la vie, essentiels au couple, sont tout le temps réfrénés par cette société, et notamment catholique. Mais la France de Gaulle ou de Pompidou, elle était terrifiante. Il n'y avait pas besoin d'être catholique, c'était terrifiant. Donc, tout pesait énormément sur les femmes, quel que soit C'était étatique, la femme devait rendre des comptes à l'État, à l'armée et à l'Église. Muriel Barbery, j'aimerais qu'on parle du personnage de Paul, parce que moi, je l'ai trouvé très beau, on tombe un peu amoureuse de lui, moi c'est mon cas. Il ne correspond pas à l'image virile qu'on se fait, hein, dont on parlait, là, du mec. Il n'est pas japonais, hein, il est belge. Il est belge. Il est belge, il a une petite fille qui a perdu sa maman. Et ça touche beaucoup Rose, elle pleure quand elle l'apprend. Il y a une espèce de connexion qui s'établit avec cette petite fille qu'elle ne connaît pas. Qu'est-ce que vous en avez fait de Paul? Il joue un rôle clé dans le roman. Comment est-ce que vous l'avez travaillé? Parce qu'il y a beaucoup de subtilité aussi chez lui. Alors, Paul est apparu assez vite, alors qu'au départ, je pensais que ce serait seulement le récit d'une errance dans la ville et le récit d'une quête des origines qui me permettrait aussi de parler de Kyoto et d'expliquer l'éblouissement que j'ai eu à visiter cette ville et à vivre dans cette culture totalement autre. Et puis Paul est apparu parce qu'il fallait bien qu'un occidental l'accompagne dans son périple japonais. C'était trop compliqué de la faire interagir avec des personnages japonais qui ne parleraient pas sa langue. Et très vite, il a pris une identité, cette identité d'homme extrêmement doux, qui lui-même a connu un deuil,
Et c'est cette concordance des deuils qui va permettre leur intimité. Et j'ai découvert au fur et à mesure que j'écrivais les liens qui se nouaient entre eux. Je ne pensais pas du tout que ce serait une histoire d'amour, ce texte. C'était vraiment un texte sur la vie des morts, sur les héritages et l'invisible dont nous sommes construits. Ce qui est beau, c'est que vous n'en faites pas une finalité ou quelque chose qu'on attend en se disant ah, voilà, ça va arriver. Ça se joue sur un autre tableau. Et c'est là qu'il y a vraiment une finesse qui est très belle dans le roman. Oui, parce que le roman se termine sur le début de leur histoire. Ensuite, ils la vivront comme ils pourront, mais ça n'était pas mon propos. Mon propos, encore une fois, je l'ai découvert après coup, c'était de montrer comment deux solitudes écorchées peuvent se découvrir une intimité qui passe par l'expérience de la souffrance, mais pas seulement, qui passe aussi par une forme de don, de générosité, de capacité à aller au-delà de soi-même, de sortir de soi. Pourquoi, juste une question, pourquoi vous avez fait de Rose une botaniste? C'est une idée que j'ai beaucoup aimée. Ah, alors parce que le point de départ, c'était les fleurs. Le point de départ du roman, c'était les fleurs. Elles sont présentes. Oui, il y a toujours des fleurs dans mes romans, par goût personnel, et aussi parce que quand on a vécu au Japon, il est difficile d'ignorer la puissance esthétique et le baume que constituent les fleurs. Et puis elles sont la jonction de la nature et de l'art. Elles permettent silencieusement de dévoiler l'âme des choses quand nous nous mettons en contact avec elles. Et donc, très naturellement, Rose est devenue botaniste. Le texte est scandé par des petites paraboles que j'ai inventées totalement. Vous les avez inventées, je pensais que c'était... Non, elles sont complètement inventées d'un folklore chinois ou japonais inventé qui, à chaque fois, met en scène une petite anecdote où il y a des fleurs. Et je crois que le fait que ça joue, bien entendu, sur la métaphore de l'éclosion, mais c'était aussi pour des raisons esthétiques profondes. Et là, vous êtes bien entourée. Camille Laurence, votre héroïne, quand elle est encore toute jeune, il y a un garçon qui est fou amoureux d'elle et qui lui dit je veux être avec toi, on aura des enfants, on va se marier, tout ça. Et elle lui dit, mais elle lui dit pas, mais elle dit, mais moi je me sens fille, je me sens pas femme. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir femme et se sentir fille? Et à quel moment est-ce qu'on passe dans l'autre monde? C'est-à-dire que là, c'est une adolescente encore et elle a un petit ami qui fait déjà des plans sur les 30 prochaines années. On va construire une maison, on va avoir 3 enfants. Il a des envies très conservatrices, lui. Voilà, et donc on peut comprendre qu'elle ne soit pas très tentée oui, bien sûr. par ce projet qui non mais c'est même pas est réaliste, celui de ses parents. Ce sont deux adolescents. Mais pardon, ma question c'était dans l'absolu en fait, à quel moment est-ce qu'on passe de fille à femme? Est-ce qu'on y passe forcément d'ailleurs à un moment de sa vie? Moi vous savez, si vous reprenez, tout dépend si on revient à la source du mot, mais en tout cas cette idée qu'on devient femme par la rencontre sexuelle, ça, moi, je trouve ça vraiment très, très limitatif. C'est un petit peu ce qui se disait dans les familles. Voilà, devenir femme, c'est se marier, en fait, et connaître les joies de la maternité. Mais dans les deux cas, que ce soit fille ou femme, on est déjà prédéterminé dans la langue, parce que comme vous l'avez rappelé, le mot fille indique toujours un lien de dépendance, c'est-à-dire à la fois on est fille, c'est-à-dire de sexe féminin, mais on est aussi fille, c'est-à-dire fille de ses parents, alors que les garçons, il y a deux mots différents. On est un garçon et on est le fils de ses parents. Pourquoi ? Parce que la fille, elle est toujours affiliée. En fait, une fille n'est jamais complètement indépendante. C'est ça que dit la langue. Et c'est la même chose pour une femme. Une femme, on est une femme, donc un adulte de sexe féminin, mais on est aussi la femme de monsieur un tel, ou de madame maintenant. Et voilà, il y a quand même toujours un lien. Et puis la question du nom, la question du patronyme, le
patronyme, c'est le nom du père. Eh bien, quel est le nom d'une fille et quel est le nom d'une femme? Quand elle naît, c'est le nom de son père, et quand elle se marie, c'est le nom de son mari. Qu'est-ce que c'est le nom d'une femme et le nom d'une fille? C'est toujours par rapport à un homme, même si justement maintenant la loi évolue. Donc voilà, est-ce qu'on est toujours pris finalement dans une forme d'aliénation qui est déjà dite par la langue et dont la vie doit se charger de nous libérer, déjà par le fait d'en prendre conscience. Et là, en ce moment, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Véronique Olmy, c'est exactement ce que vous abordiez sur vos enfants qui, aujourd'hui, vous montrent aussi leur façon à eux de voir le monde et de percevoir les choses. Je pense qu'on est quand même dans une période où cet héritage très fort dont vous parlez toutes les deux permet d'aller vers quelque chose d'encore plus puissant et qui est un vrai mouvement de libération. Mais bon, je sais pas si vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus on avance, plus on découvre des choses terribles, parce que là, on le voit bien avec la parole qui se libère. Alors c'est dans l'Église, dans le monde du sport, dans le monde de la compétition, dans le monde du cinéma, dans le monde du mannequinat. Et c'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte, on ouvre sur une autre et on est face à un état des lieux, mais il faut vraiment, il faut que ça change. Ou même, je lisais la semaine dernière, chez les chefs, les femmes chefs étoilées, est-ce qu'elles vivent, ce qu'elles subissent? Je veux dire, parce qu'on pourrait dire c'est une question de pouvoir, alors quand on a le pouvoir sur une jeune gymnaste ou sur une jeune actrice ou sur un jeune scout, c'est une question de pouvoir. Mais c'est plus que ça, c'est une façon d'être au monde. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, parce que ce qu'il faut détricoter, c'est le regard et la mentalité. Donc, c'est l'éducation qu'on donne aux garçons. Et ça, il faut que vraiment tout le monde s'y mette. C'est les professeurs, c'est les livres, c'est les exemples que donne la société déjà. Quand il y a, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale, des cris de dingue parce qu'une ministre a mis une robe, je veux dire, mais quel exemple on donne? C'est à tous les échelons de la société qu'il faut que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais au moins que ça paraisse anormal, qu'on le remarque et qu'on le dise, parce que ça va être très long, mais qu'on pose des stops un peu partout. Par une remarque, cette puissance avec laquelle vous parlez de la condition féminine, toutes les deux, bon, il y a une douceur sur cette réflexion sur ce que c'est qu'être une femme. Elle est aussi exprimée chez vous à propos des animaux à travers le personnage de la deuxième fille de la fratrie Hélène. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait... il y a une réflexion aujourd'hui du féminisme qui se pose aussi la question de la façon dont on traite les animaux. Et il y a même... des livres de Peter Singer, voilà, la libération animale, ouais. Et il y a Politique sexuelle de la viande, mais je ne sais plus qui l'a écrit, qui met aussi en lien. Peter Singer, c'est lui qui a inventé le terme de spécisme en corrélation avec le mot racisme. Donc antispécisme, c'est lui qui l'a également inventé. C'est comme l'antiracisme. Donc il part du postulat, voilà, ça s'appelle la libération animale, puisqu'on a libéré l'esclave, le noir, je le cite, la femme, et pourquoi pas l'animal. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience philosophique de comment on traite le vivant. Dans le livre, j'explique qu'on opérait, mais jusqu'après les années 80, les bébés sans anesthésie, parce que les bébés, ils ne souffrent pas. Pourquoi on dit qu'ils ne souffrent pas? Parce qu'ils ne parlent pas. S'ils ne parlent pas, ils n'ont pas de conscience. Donc, quand vous détricotez ce système, les animaux dont le langage nous est la plupart du temps incompréhensible, donc ne parleraient pas, donc n'auraient pas de conscience, donc ne souffriraient pas. Et à partir de là, on peut exploiter dans des proportions gigantesques, industrielles, tout ce qui n'est pas
notre soi-disant semblable. Et je suis contente que vous parliez de cet aspect du livre parce qu'on en parle peu. Or, c'est vrai que pour moi, il est majeur dans le livre. C'est le questionnement d'Hélène. Est-ce que les animaux souffrent? Pourquoi ils souffrent? Pourquoi ils souffrent par nous? Et pour moi, j'aime beaucoup cette phrase de Mathieu Ricard qui dit que l'écologie ou le respect de la vie, du droit animal n'est pas une spécificité, n'est pas une spécialité, c'est une cohérence. Et je ne pouvais pas parler de ces trois héroïnes. Il y en a une qui est vraiment très attachée à sa propre libération, à ses rêves, à les réaliser, et l'autre qui est dans le questionnement de cette souffrance animale, parce que je pense que ça fait partie de la même violence, de la même façon dont certains s'arrogent des droits. Piéger des oiseaux à la glu, il paraît que c'est un droit, c'est une tradition, parce que quand on parle du point du mari, on parle d'une tradition. Quand on parle de l'excision, du droit de cuissage, on parle d'une tradition. Et ce mot tradition englobe une cruauté. Marguerite Yourcenar disait que si on s'habituait, et on s'habitue à la cruauté envers les animaux, on est tout à fait prêt à la cruauté envers les hommes. Et je pense que c'est important d'inclure tout le vivant dans ce combat-là. En fait, ça n'est que depuis 2015 que le Code civil a prévu d'indiquer que l'animal était un être doué de sensibilité. 2015, ça fait donc 5 ans seulement. Et avant, c'était dans le Code civil un bien meuble. C'est-à-dire c'était comme une armoire, une commode. Et quand on divorçait, par exemple, eh bien, on se répartissait les animaux domestiques comme des meubles. Et c'est vraiment très très récent que l'animal soit considéré comme un être sensible et donc. Oui, et pourtant ça fait très longtemps qu'on en parle. Parce que ce qui m'intéressait quand j'ai écrit le livre qui va donc de 70 à 81, c'était pas de voir tout ce qu'on sait aujourd'hui par les images qu'on a du mal à regarder alors qu'on peut regarder notre steak, mais c'était tout ce qu'on savait avant. Et c'est vrai que quelqu'un comme Brigitte Bardot a mené un combat inimaginable, d'un courage extrême. Pour simplement demander à ce qu'on ne tue pas en pleine conscience. Mais si on tue et qu'on dépaisse les animaux en pleine conscience, il y a une raison, c'est si le cœur continue à battre, eh bien le sang est expulsé plus vite, ça fait un peu de travail en moins. Donc ça fait très longtemps qu'on est alerté. Quelqu'un comme Rachel Carson en a parlé, le livre a été publié en 62. Enfin, on sait ça depuis très longtemps, et pourtant... ça met du temps à passer dans la loi, en fait. Oui, et tant que ce n'est pas légiféré, c'est... Là, je retrouvais le titre du livre de Carol Adams, « Politique sexuelle de la viande », qui fait un lien justement entre... et qui parle très bien de ces sujets-là de féminisme et de mouvement pour la défense des animaux, et qui dit, mais le garçon viandard, la fille... Et puis alors, on vend du poulet avec des dindes qui ont des seins et des soutiens-gorge. Enfin, on est dans des trucs délirants qui sont aussi rentrés complètement dans nos têtes, quoi, et dans notre façon de voir le monde. Et ça, vous le dites très bien dans votre livre, Véronique Olmy. En fait, on a dépassé le temps. C'est pas grave, ok, super. Est-ce que très, très courageux d'avoir vos masques, vraiment, d'être si attentif. C'est vraiment merci. Est-ce que je peux permettre une question du public, ou non, ils ont envie de... Il n'y a pas de passage de micro. Bon. Est-ce qu'il y a des dédicaces possibles juste à la sortie? Voilà. Alors, vous pouvez retrouver les 3 romancières qui nous ont fait la joie de nous parler si bien de ces sujets des filles et des femmes dehors pour une dédicace. Et je vous remercie infiniment toutes les 3 pour votre participation.